Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons continuer notre petite excursion historique. Donc on arrive à Descartes, à la Renaissance, qui a beaucoup apporté à la science par ses réflexions qu'il essayait toujours d'être le plus rigoureuse possible et par ses travaux sur la méthode scientifique. Pour Descartes, le cosmos, le vide spatial, était en fait rempli d'un éther subtil. Ces conceptions doivent certainement remonter à Aristote et sa fameuse citation « La nature a horreur du vide ». Donc pour Descartes, le vide était en fait rempli d'un éther, un milieu subtil, difficile à percevoir, qui était en mouvement, tourbillonnant, etc. Et beaucoup de ces conceptions découlaient de là. En particulier, ce milieu, étant en mouvement, devait avoir des phénomènes de compression qui exerçaient alors des pressions de proche en proche dans l'éther, et c'est cette propagation de proche en proche qui était la lumière. Descartes utilisa les lois de la mécanique, la balistique, pour étudier la propagation de la lumière, et il retrouva ainsi les lois de la propagation de la lumière, ce qui était un bon résultat. Il en arriva au résultat que la vitesse de la lumière dans l'eau devait être plus rapide que dans l'air, et la vitesse dans le vide devait être infinie. Cette approche avait quand même un côté un peu déroutant, parce que cette étude mécanique balistique considérait la lumière comme corpusculaire, comme des petites billes colorées, qui obéissaient aux lois mécaniques conduisant à la réflexion, aux lois de la réflexion, de la réfraction, alors que la nature de la lumière était considérée comme différente, basée comme une pression ou comme le son, une vibration de l'air. Rømer, par après, étudia les satellites de Jupiter et découvrit, en étudiant leur mouvement, que la lumière qui nous parvenait des satellites de Jupiter devait être finie. C'était la première fois qu'on obtenait une mesure de la vitesse de la lumière. Elle était assez grossière, de l'ordre de 200 000 km par seconde, à plus ou moins 100 000 près. Donc c'était assez grossier, mais ça donnait une valeur finie, qui déjà mettait à mal cette conception cartésienne. Fermat utilisa une autre approche de la mécanique, basée sur le principe de moindre action, et il retrouva lui aussi, par cette approche mathématique, il retrouva lui aussi les lois de la propagation de la lumière, les lois de la réflexion, de la réfraction, mais avec, à l'inverse, une vitesse dans l'eau qui devait être plus petite que la vitesse de la lumière dans l'air. Donc vous voyez qu'il y avait plusieurs approches possibles, conduisant même à des résultats identiques, mais avec certaines choses opposées. La couleur, quant à elle, était considérée de diverses manières. Elle était souvent considérée comme due à l'intensité des vibrations. L'intensité lumineuse, elle, étant due à la pression dans l'éther. C'est Malebranche qui considéra, avec justesse d'ailleurs, que la couleur était due à la fréquence des vibrations. En 1685, Grimaldi découvrit les lois de la réfraction, les lois de la diffraction, c'est-à-dire des petits trous ou des fils. Lorsque la lumière arrive dessus, elle est diffusée et forme des bandes alternativement claires et foncées, c'est-à-dire des phénomènes d'interférence lumineuse qui semblaient confirmer le caractère vibratoire de la lumière. Toujours sur la couleur, pour Hooke, la couleur était due au sens des vibrations, c'est-à-dire que les vibrations se propagent
dans une certaine direction, mais les vibrations elles-mêmes peuvent se faire dans différentes directions. Et pour Hooke, c'était cette direction de vibration qui constituait les différentes couleurs. Huygens améliora fortement l'approche mathématique de la théorie ondulatoire, la théorie vibratoire de la lumière, par son concept d'ébranlement de l'éther. Un rayon lumineux arrive en un point, en une série de points dans l'éther, et l'éther est ébranlé, il se met à vibrer, et chaque point émet des petites ondes sphériques, et l'enveloppe de toutes ces ondes sphériques constitue l'enveloppe de l'onde lumineuse. Cette approche qui est mathématique est d'ailleurs encore utilisée de nos jours, parce qu'elle est mathématiquement correcte, même sans devoir supposer un éther qui serait ébranlé. C'est une décomposition de la propagation lumineuse en une somme d'ondes, et ça marche très bien. Puis arrive Newton. Alors Newton, en 1600, Newton est surtout connu pour ses lois sur la mécanique et sur la gravitation universelle, où il a fait là des progrès absolument considérables. Mais il a aussi travaillé sur la lumière. En 1666, il a inventé le télescope. Alors, contrairement à la lunette c'est une succession de lentilles. Le télescope est constitué d'un miroir concave, et aussi de lentilles, mais surtout le miroir concave, qui améliore nettement la précision, la qualité de l'instrument, et qui permet aussi d'avoir une surface de collecte de lumière beaucoup plus grande. Newton n'a publié qu'à partir de 1704 et après, mais il s'est souvent exprimé sur la lumière. Les conceptions de Newton étaient très liées à la mécanique et à la gravitation universelle. C'est un peu logique, puisque c'est lui qui les avait élaborées. Il avait donc une conception très mécaniste. Ainsi, en 1672, il dit que la lumière est composée de corpuscules colorés. Il entra ainsi en conflit avec d'autres scientifiques comme Huygens et Hooke, dont nous venons de parler, qui eux avaient une conception ondulatoire. Mais Newton était très influent. De plus, il n'était pas idiot, c'était un homme très intelligent, et il arrivait à l'aide des corpuscules à expliquer l'essentiel, ou toutes les propriétés de l'époque, les propriétés connues de la lumière. En 1675, il découvre le phénomène de dispersion de la lumière et les anneaux de Newton. Donc, vous prenez un verre transparent, la lumière arrive dessus, elle se disperse et elle forme des anneaux successivement foncés et clairs. Newton, alors, a dû passer à une conception mixte. Un éther, emplissant tout, le vide en particulier, et des corpuscules qui provoquaient des vibrations de l'éther, des ébranlements qui pouvaient expliquer ces interférences. Newton ne s'est pas beaucoup prononcé sur la nature même des corpuscules. Ses continuateurs, comme Voltaire et Boscovich, eux ne se sont pas gênés, ils ont repris ses idées, ils ont attribué une masse aux corpuscules, et ils ont même imaginé une influence de la gravité. Un rayon lumineux passant près d'un corps massif devant être dévié, comme par le Soleil. Nous y reviendrons avec la relativité générale. Il y a eu de grosses améliorations de l'approche corpusculaire, notamment au niveau mathématique, grâce aux travaux de Leibniz et de Maupertuis. Euler, lui, adopta l'approche ondulatoire, mais ça, à l'époque, ça restait marginal. La plupart des scientifiques adoptaient l'approche corpusculaire de Newton. Il y a aussi une bonne raison à ça. Outre l'influence et l'intelligence de ceux qui adoptaient l'approche corpusculaire, il y a aussi une question de facilité mathématique. Étudier la propagation d'un corpuscule, c'est comme étudier la propagation d'une bille, c'est pas très compliqué. Les ondes, avec leur
propriétés sinusoïdales, ça nécessite un arsenal mathématique beaucoup plus lourd, mal connu, mal maîtrisé. À l'époque, tout ça était seulement en cours. Les travaux de Fourier étaient encore à venir sur la décomposition de Fourier des ondes. Donc, on trouvait ça trop complexe et donc on avait du mal à réellement savoir si l'approche ondulatoire était bonne. Les progrès continuèrent. Ainsi, Malus découvrit la polarisation et la biréfringence. Donc la polarisation de la lumière, c'est connu, les verres polaroïdes. Et la biréfringence, c'est le fait qu'un cristal de quartz, par exemple, sépare un rayon lumineux en deux rayons de polarisation différentes. Donc il y a une double réfraction à des angles différents, avec des polarisations différentes. Pour les tenants de la théorie ondulatoire, c'était une victoire. Ils disaient, ça prouve, les travaux de Malus prouvent que la vibration est transversale. Donc on a la propagation de la lumière, la couleur est donnée par la fréquence, et les vibrations, elles, sont perpendiculaires au sens de propagation. La polarisation étant la direction de cette vibration dans le plan perpendiculaire à la propagation. Mais malgré ces petits succès, ces idées, la théorie corpusculaire était encore très majoritaire, elle tenait. Et notamment Malus, tenant du corpusculaire, imagina des corpuscules de forme ellipsoïdale, comme des ballons de rugby, leur orientation donnant la polarisation. Le grand changement eut lieu au XVIIIe siècle avec les travaux de Young. Young étudia les interférences de la lumière, donc on fait passer un rayon lumineux ou du son, ou des vagues, à travers une fente, elles se dispersent, passent à travers deux fentes, elles se recombinent et on voit des bandes noires et claires, des interférences. Expérience qui n'est pas très difficile à mener d'ailleurs. Je l'ai pratiquée en stage, étant adolescent, avec un laser. Le laser n'était pas fourni par moi évidemment. Et on utilise une diapositive noire, totalement noire, dans laquelle on pratique deux lignes avec une lame de rasoir, deux lignes très proches. On les place à la sortie du laser et à quelques mètres de là, sur le mur, on peut observer les franges d'interférence claires et foncées. Les études de Young prouvèrent que cela ne pouvait se produire qu'avec une approche ondulatoire. Impossible avec une approche corpusculaire. C'est quelque chose dont nous avons d'ailleurs beaucoup discuté dans la série sur la mécanique quantique, où on observe également ce genre de phénomène avec des particules comme les électrons, et qui donc introduit des points d'interrogation en disant mais comment c'est possible, puisque ça ne peut pas marcher avec des corpuscules. En particulier, vous avez une seule fente ouverte dans le dispositif de Young, la lumière arrive à l'instant, vous ouvrez l'autre fente, donc plus de lumière passe, et la lumière s'atténue à un certain endroit, elle diminue. Comment faire passer plus de corpuscules ferait qu'il en arriverait moins? Seules les interférences des ondes pouvaient expliquer cela. Et les calculs avec la physique ondulatoire, là, pour une fois, n'étaient pas très compliqués et montraient clairement les relations entre le côté ondulatoire et les franges observées, d'un point de vue quantitatif. La théorie ondulatoire, à ce moment-là, reprit du poids de la bête, elle grandit très fort, et les progrès mathématiques avaient également eu lieu. Donc, notamment grâce à Fresnel et Poisson, qui améliorèrent fortement l'arsenal mathématique, et confirmèrent l'approche ondulatoire. Donc l'approche ondulatoire était devenue presque majoritaire. En 1838, Arago montrait quelque chose de plus important. Il montra qu'avec des corpuscules, la vitesse de la lumière dans l'eau devait être supérieure à la vitesse de la lumière dans l'air. Nous en avons parlé, comme dans la conception de Descartes. Alors que dans une approche ondulatoire,
on est alors plus dans une approche mathématique de type Fermat, la vitesse de la lumière dans l'eau doit être plus faible. C'est inévitable. Et donc, on avait là un moyen de trancher. Et peu après, Fizeau et Foucault étudièrent la vitesse de la lumière, d'une manière beaucoup plus précise que Römer, bien entendu, et notamment la vitesse de la lumière dans l'eau et même dans l'eau en mouvement. Et ils montrèrent que la vitesse de la lumière dans l'eau était plus faible. La théorie corpusculaire, à ce moment-là, était morte. À part peut-être quelques irréductibles. C'est le cas de Biot, bien connu dans les théories sur l'électricité, avec la loi de Biot et Savart. Biot s'accroche à la théorie corpusculaire, il y a toujours quelques irréductibles. Mais la théorie ondulatoire devenait la théorie de la lumière. Théorie de vibration de l'éther. Voilà. Alors, avant de passer à la suite, parlons un peu du temps et de l'espace. Alors, comme je l'ai dit, le temps et l'espace sont des concepts qui ont pu évoluer. On considérait l'espace comme un cadre, une scène de théâtre, sur lesquels les objets sont posés, peuvent bouger, etc. Et donc, on peut parler d'un objet immobile dans l'espace, dans ce cadre. Une immobilité absolue, dans le sens d'une immobilité réelle, vraie, véritable. Le temps aussi est considéré comme absolu. Une espèce d'horloge universelle dictant tic-tac, tic-tac, dictant le mouvement, le temps de tous les objets de l'univers. Galilée et Newton développèrent les lois de la cinématique et de la mécanique, les lois du mouvement. Ils furent un peu embêtés parce que l'espace, dans leur théorie, était considéré comme relatif. L'immobilité se définit par rapport à un système de référence. Un système de référence qui lui-même peut être en mouvement. Partout dans les équations, le temps, le temps, mais aussi les distances, le mouvement, les vitesses, tout intervient par comparaison et par différence. Donc, dans cette conception, l'espace est relatif au système qui permet de donner des positions aux objets, au système de référence. C'est pourquoi Newton a adopté une approche, on peut dire, un peu mixte. D'une part, un espace absolu, à caractère philosophique ou métaphysique, et un espace relatif, qui est un espace théorique, ce qui nous est accessible par les expériences de la mécanique. Cet espace absolu fut identifié à l'éther. Ce n'est pas une nécessité, mais du fait que dans le vide il n'y a rien, sauf éventuellement cet éther, il était tout naturel d'identifier l'espace absolu à l'éther. Rien d'autre dans le vide, pour dire que quelque chose, un système de référence absolu. Mais l'éther, par ses vibrations, ses propriétés mécaniques, dicte la vitesse de la lumière, la vitesse des vibrations. De plus, elles doivent dépendre du mouvement de l'éther, et donc du mouvement des objets par rapport à l'éther. Ce qui donnait la possibilité d'étudier cet espace absolu et l'éther à travers des expériences. Et ça, c'est ce que nous aborderons dans la prochaine vidéo. Nous étudierons les expériences du passé. Alors, pas toutes les expériences, parce qu'il y en a eu beaucoup, évidemment, et dans des tas de domaines, mais les grandes expériences, les plus importantes, qui ont permis de mieux comprendre les propriétés de propagation de la lumière. Je vous remercie.